Alors, bonjour à tous. Dans le cadre du cours GIE 6043, Innovation dans les pays émergents, nous allons discuter aujourd'hui d'une problématique que nous avons identifiée dans la région de l'Afrique subsaharienne, donc la problématique des transports urbains. Et nous allons également parler d'une solution à laquelle nous avons pensé pour endiguer ce phénomène. Donc, les membres de notre équipe avons planché là-dessus et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Au niveau de la présentation, on va brièvement commencer par introduire le continent et spécifiquement la région sur laquelle nous avons l'intention de travailler. Puis nous allons discuter des différents aspects des dynamiques de transport sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. On va discuter également des besoins et des enjeux qu'on rencontre à travers ces préoccupations-là. Finalement, on va présenter le modèle et la solution d'affaires que nous avons mise en place pour endiguer la problématique que nous avons retenue. Puis nous conclurons sur les bénéfices et les axes de réflexion que cette étude nous aura permis de soulever et éventuellement ce que ça peut apporter comme contribution à la réflexion plus globale sur le développement dans les pays émergents. Donc, pour démarrer, une petite introduction, je te cède la parole, Rosalie. Oui, parfait. Donc, en guise d'introduction, on trouvait essentiel de vous présenter des éléments pertinents qui ont ressorti de notre revue de littérature et qui ont orienté la direction de notre présentation et modèle d'affaires. Donc, d'abord, il faut savoir que le transport urbain en Afrique subsaharienne comporte plusieurs enjeux, dont l'accessibilité, l'efficacité, la sécurité routière et celle des passagers. Également, les femmes sont démesurément affectées par ces enjeux de déplacement qui se traduisent entre autres par la dépendance à la marche, l'accès limité aux véhicules privés, l'augmentation des risques de violence et d'atteinte à la sécurité. Ce sont des inégalités qui reposent en partie sur les normes sociétales contraignantes et les responsabilités familiales et professionnelles des femmes. Par ailleurs, depuis les années 2010, on remarque l'essor des technologies de l'information et de la communication, plus précisément la téléphonie mobile, qui est en fait un vecteur de développement socio-économique pour les communautés de la région. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. La région dont on fait référence, c'est l'Afrique subsaharienne, donc une région richement diversifiée, composée de 47 pays. En 2018, on remarquait que plus de 40% de la population vivait avec moins de 1,9 $ par jour. Toutefois, il s'agit d'une réduction de 8% comparativement aux données de 2012. Afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique subsaharienne, les chercheurs soulignent la nécessité de mettre en place des mesures axées sur la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes. Puis, il peut apparaître surprenant en fait de constater que la population de l'Afrique subsaharienne est principalement constituée d'enfants de moins de 14 ans. Puis actuellement, avec une population de 9 millions d'habitants, les recherches estiment que cette région sera plus populeuse que la Chine et l'Inde d'ici 2050. Puis, puisqu'il existe une énorme hétérogénéité à travers l'Afrique subsaharienne, on considère essentiel en fait d'éviter d'adopter une approche systémique réductrice. C'est pourquoi nous avons choisi de se concentrer sur le Bénin. Donc, nous allons continuer avec la première partie de la présentation, donc le contexte béninois et typologie du transport dans la région. Donc, en 2020, la population béninoise s'élevait à 12 millions d'habitants, avec autant d'hommes que de femmes. Dans une perspective axée sur l'esprit d'entreprise, les spécialistes de la BDP distinguent généralement la BDP du haut de la pyramide par des conditions socio-économiques et l'environnement institutionnel. Les éléments clés à prendre en considération sont notamment les revenus, l'accès à certains facteurs de production comme la technologie et la distribution géographique. Au Bénin, il faut savoir que le taux de pauvreté nationale correspond à 38,5 %, avec 97% de la population âgée de moins de 65 ans. On dénote qu'environ 50% d'entre eux vivent avec moins de 1 $ par jour. Toutefois, la population s'urbanise de plus en plus puisqu'on évalue le pourcentage de population urbaine à 48 % et ce taux ne cesse d'augmenter depuis les années 1960. Je cède la parole à mon collègue. Je vais prendre quelques instants pour discuter avec vous de la typologie des transports, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également de façon plus globale sur le continent. Ce qui est intéressant, c'est que les dynamiques globales sont à peu près les mêmes. Si on regarde le graphique affiché en ce moment, qui nous illustre les différents et principaux modes de transport utilisés, on remarque que ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Les segments des graphiques de couleur corail indiquent plutôt le transport informel de type taxis collectifs ou minibus qui sont très, très répandus,
à travers le continent, comme on peut le voir sur le graphique ici. Donc, ce sont des solutions qui sont collectives et qui permettent à tout le monde de mutualiser les modes de transport pour circuler depuis leur domicile vers leur lieu de travail ou d'activité professionnelle. Le second mode de transport qui est dominant également, c'est celui du taxi. Donc, le taxi qui est soit personnel, donc utilisé par une personne pour se déplacer aussi. Donc, c'est une autre solution qui permet de circuler en voiture à un prix relativement modeste. Le taxi ne coûte pas très cher, ou en tout cas coûte beaucoup moins cher que le troisième élément qui apparaît le plus, qui est la voiture privée. Posséder une voiture en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de l'acheter, de l'entretenir, etc., etc. Et donc, sachant que les revenus sont relativement faibles, il est difficile pour tout le monde d'avoir les moyens de posséder leur propre véhicule. C'est la raison pour laquelle les solutions de transport collectif mutualisé sont les solutions qui sont les moins chères, les plus usuelles, les plus usitées. Et également, c'est assez intéressant de mettre ça en parallèle avec les sociétés développées où c'est plutôt le contraire, l'automobile personnelle qui émerge et qui domine, alors qu'on essaye, nous, ici en Amérique du Nord, de faire le balancier vers le transport collectif. Là-bas, c'est le contraire. Le transport collectif est le transport en commun, au sens de populaire, de tout le monde, et ce n'est que les plus nantis qui font le switch et la transition vers les véhicules de transport individuel et personnalisé. Donc ça, c'est un élément intéressant à regarder, qui nous donne une bonne idée de comment est-ce qu'on se déplace en Afrique subsaharienne. Point suivant, si on regarde le deuxième graphique que nous avons à l'écran, il nous permet de voir apparaître dans différentes villes du continent les principales solutions, comme je disais il y a un instant, ce qui se distingue le plus. De manière cohérente avec l'information précédente, les éléments qui indiquent, les modes qui indiquent le taux d'occupation et d'utilisation les plus élevés, encadrés en rouge, sont principalement le minibus dans la grande majorité de ces pays-là et de ces capitales-là. Et dans certains cas un peu comme des épiphénomènes, la motocyclette qu'on voit surtout en Afrique de l'Ouest, où c'est un phénomène typique de cette région du monde-là, ou également dans d'autres cas, la marche dans les pays qui sont effectivement moins urbanisés et qui ont des infrastructures qui sont moins développées, permettant moins la motorisation du transport en commun. Donc, les principaux éléments qui apparaissent, comme je l'ai dit à un instant, le minibus, la motocyclette, la marche dans une certaine mesure, et la voiture personnelle pour ceux qui en ont les moyens. Donc, le transport est une représentation et une bonne corrélation entre le niveau de développement personnel ainsi que le niveau de développement infrastructurel du pays. Voici ce que j'avais à dire par rapport à cela, ce qui nous permet de faire la transition entre la question des besoins relatifs au transport. Donc, si on considère un peu les besoins pour lesquels on va implanter notre solution, on préconise d'abord la sécurité de la femme qui a à se transporter. Donc, la violence sexuelle, physique et la criminalité sont quand même des importants enjeux qui atteignent les femmes partout au monde, mais surtout en Afrique subsaharienne. Donc, on veut aussi mettre en place un service qui est fiable, ponctuel et efficace. Donc, au moins aussi efficace que les transports qu'on a présentement, mais idéalement encore plus, ce qui va permettre aux femmes de limiter leur temps de déplacement et aussi limiter les imprévus dans leur horaire qui sont déjà très chargés avec des responsabilités professionnelles et personnelles. On veut aussi offrir un service à un prix abordable. Donc, nous savons que les coûts de transport représentent un important pourcentage des dépenses dans un ménage, sauf que les femmes ont moins d'argent à dépenser en ce qui a trait au transport et ils sont aussi celles qui gèrent le budget du ménage, c'est-à-dire que c'est elles qui vont possiblement se priver en premier de prendre un taxi ou un minibus si ils sentent que leur famille aurait plus besoin de ces fonds-là. Donc, l'idée, c'est de permettre à la femme d'éviter de se priver, dans le fond, pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est ça, on veut aussi mener à l'autonomisation de la femme. Donc, la femme comme entrepreneur et la femme comme chef de ménage. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive.
Oui, donc poursuivons notre présentation en discutant de la sécurité routière. Il est important, premièrement, de mettre de l'avant quelques statistiques pour le moins troublantes au niveau mondial. Donc, les voici. Selon le rapport d'étape mondial sur la sécurité routière qui a été publié en 2018, il y aura environ 1,25 million de personnes qui meurent chaque année d'un accident de la route. Les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les personnes âgées entre 15 et 29 ans. Près de la moitié des personnes qui meurent sur les routes du monde sont les usagers de la route vulnérables. Donc, pensons notamment aux piétons, aux cyclistes ou aux motocyclistes notamment. Les accidents de la route coûtent à la plupart des pays jusqu'à 3 de leur produit intérieur brut. Sans une action soutenue, les accidents de la route devraient devenir la 7e cause de décès d'ici 2030. Donc, le risque de décès sur les routes varie considérablement d'une région à l'autre et le taux de décès sur les routes régionales ont peu changé depuis 2010 selon l'OMS. Comme le démontre le tableau juste ici à ma droite, à l'échelle mondiale, les taux les plus élevés se trouvent toujours dans la région africaine, tandis que la région européenne affiche un taux bien inférieur à la moyenne, donc avec un taux avoisinant le 9,3 comparativement quand même à 17 décès sur 100 000 habitants pour l'ensemble du monde. On peut passer par la suite à la seconde diapositive, s'il vous plaît. Merci. Comme c'est le cas dans la plupart des scénarios, les pays intermédiaires et à faible revenu sont ceux les plus touchés par ces statistiques. Voici quelques statistiques qui vont vous les montrer. Donc, on parle quand même de 90 décès sur les routes dans le monde surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire, même si ces pays possèdent environ seulement 54 de la totalité des véhicules dans le monde. Donc, on voit ici une grande disparité. Le risque de mourir dans un accident de la route est 3 fois plus élevé dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenus élevés. Donc, comme vous vous en doutez, les conséquences économiques sont réelles. Si nul n'ignore l'importance des décès et des traumatismes qui sont imputables à la route, la relation entre accident de la circulation et croissance économique, elle demeure quand même peu recherchée. On a peu d'informations sur ça. Pourtant, en investissant dans la sécurité routière, les Nations unies disent tout simplement qu'un pays investit aussi dans son capital humain. Donc, pour les pays qui n'investissent pas dans la prévention des accidents de la route, le manque à gagner s'élèverait entre 7 et 22 ce qui est énorme, du PIB par habitant sur une période de 24 ans. Une estimation qui appelle les responsables publics à prioriser la sécurité routière et à consacrer des investissements à l'efficacité éprouvée. Donc, sans trop tomber dans les citations, je trouvais ça intéressant de citer la citation de Louis Irigoyen, qui est directeur principal des transports à la Banque mondiale. Celui-ci disait « Si l'on parvenait à faire diminuer l'insécurité routière, ce n'est pas seulement le secteur des transports qui en ressortirait gagnant, mais l'ensemble du développement, puisque cette victoire aurait des retombées positives immédiates et à grande portée sur la santé publique, le bien-être des populations et la croissance économique. » On peut poursuivre à la prochaine diapositive où on va vraiment tomber dans la sécurité routière au sein de l'Afrique. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, l'Afrique possède le taux le plus élevé des décès sur la route par habitant au monde. Les décès sur les routes en Afrique subsaharienne devraient plus que doubler dans les prochaines décennies. En 2015, on avait plus ou moins 240 000 décès. On prévoit qu'en d'ici 2030, si la situation ne change pas, ne s'améliore pas, on va être plutôt à 515 000 décès. C'est énorme. Le continent africain affiche actuellement le pire taux de mortalité par accident de la route au monde, presque 250 plus élevé qu'en Europe, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Seulement en Ouganda, donc on parle il y a plus de 151 morts pour 10 000 véhicules. Donc, pourtant, il y a seulement moins de 18 des pays africains qui surveillent des indicateurs de rendement en matière de sécurité. On peut penser évidemment à la ceinture de sécurité, au casque également. Donc, pourtant, 90 des personnes et des biens vont être transigés via le transport. Donc, investir dans une sécurité routière serait extrêmement bénéfique pour l'Afrique. À l'heure actuelle, il y a seulement 2 des véhicules dans le monde, mais il y a 16 des accidents de la route qui surviennent en Afrique. Donc, le rapport d'étape mondiale sur la sécurité routière, publié en 2018, comme le montre le tableau juste ici, le cercle juste ici à droite, qu'il y a pourtant 53 des usagers de la route qui sont tués en Afrique. C'est des personnes vulnérables. Donc, de ce nombre, il y a 40 qui sont des piétons, il y a 4 qui sont des cyclistes, 9 qui sont des personnes utilisant un véhicule de transport à 2 ou à 3 roues. Donc, pour conclure dans cette partie-là, c'est quand même important de dire qu'en 2014, le programme de politique de transport en Afrique, le SSAT, a reconnu que les performances de l'Afrique en matière de sécurité routière se sont détériorées au point de devenir un obstacle majeur à la compétitivité et au développement de l'Afrique du Sud. Donc, je laisse la place à ma collègue Claire.
Oui, donc dans cette section, on va un peu se mettre dans la peau d'une femme qui serait passagère dans notre situation, donc passagère urbaine au Bénin. Donc, il faut savoir que la femme comme passagère, elle fait face à des normes sociétales et culturelles qui peuvent limiter ses choix de transport. Dans une méta-analyse qui était réalisée, qui comprenait l'étude de plus de 80 différents ouvrages, on a ressorti que la motocyclette et le vélo étaient souvent perçus comme inappropriés pour la femme dans différentes régions d'Afrique. Cependant, la femme comme passagère, comme vous le voyez dans cette illustration-là, ça passait. Sauf que, encore une fois, on veut permettre l'autonomisation de la femme, donc ce serait bien aussi si la femme pouvait elle-même se déplacer sans être passagère. Aussi, on percevait le transport, donc sortir en général, des sorties, comme une tentation pour que la femme puisse être exposée, par exemple, à l'alcool ou à certains éléments culturels qui seraient tabous ou qui causeraient problème. Donc, le transport peut aussi être vu comme une tentation. On peut aussi considérer la violence, donc la violence sexuelle, physique et verbale. L'article a soulevé qu'en Afrique du Sud, des stratégies de marche ont été mises en place de façon informelle chez les femmes. Donc, soit avoir un accompagnateur, soit marcher en groupe, soit effectuer ces déplacements dans certaines heures de la journée à laquelle il y aurait moins de chances de violence. Donc, le fait que ces stratégies-là doivent être pratiquées par les femmes, ben, ça cause problème, en fait, parce que ça, dans le fond, ça limite les déplacements qu'elles peuvent faire. Si on considère aussi les dépenses, donc la femme dépense moins en transport, cependant, elle se déplace moins aussi tout court. Donc, le temps moyen de déplacement pour la femme, c'est 50 minutes, alors que pour l'homme, c'est 76 minutes. La femme effectue environ 3 déplacements par jour en moyenne, comparé aux hommes qui en effectuent 4,5. Puis ça, c'est tiré d'une étude qui a été effectuée dans les capitales du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En dernier lieu, je considérais la famille. Donc, comme plusieurs femmes partout dans le monde, le télétravail, le travail à temps partiel et les emplois qui sont proches du foyer, proches du ménage, sont préconisés pour que la femme puisse non seulement toucher un revenu en travaillant, mais puisse aussi veiller aux tâches ménagères, les enfants et tout. Donc, c'est important de considérer que la femme, elle ne se déplace pas juste pour travailler, qu'elle aussi, elle essaie d'être efficace pour aller toutes faire ses tâches domestiques dans la journée. On peut poursuivre. Donc, si on fait un peu la synthèse de tout ça, on s'axe vraiment sur deux grands piliers pour notre projet, donc la sécurité et la sûreté. Donc, des femmes, surtout pendant les périodes accrues, et on veut évidemment rendre sécuritaire le voyage des femmes. On veut aussi rendre plaisant l'expérience passagère. Donc, on veut vraiment des solutions qui sont très adaptées à elles et ce qu'elles transportent et où elles s'en vont. Alors, nous passons à présent aux solutions d'affaires que nous souhaitons proposer et mettre en œuvre pour adresser la problématique dont nous venons de discuter à présent. Et pour ce faire, je vais céder la parole à Kevin pour une brève introduction sur un sujet très connexe et pertinent à cet égard-là. Kevin? Donc, afin d'établir notre solution proposée, il est important de soulever une grande opportunité qui est liée à une explosion de l'utilisation des technologies de l'information, spécifiquement les téléphones cellulaires, à travers le continent africain. Par exemple, au Kenya, en 2000, on recensait environ 200 000 usagers de téléphones cellulaires, alors qu'en 2019, le tout comptait 17,5 millions d'usagers, donc une drastique augmentation.
De plus, en 2010, donc seulement une année plus tard, un Kenyan sur deux avait un contrat cellulaire, donc une représentation de 50%. Le même principe peut se retrouver à travers d'autres pays du continent africain, tels que le Ghana, le Bénin ou l'Afrique du Sud. Si on peut changer de diapo. De plus, le continent africain est le marché de sans fil le plus grandissant, rapidement le plus grandissant au monde, donc 58% d'augmentation par année. Si on compare, par exemple, à 22% pour les pays des Amériques, ce qui est quand même une différence de plus de 30% entre les deux continents, ce qui est énorme. Ce marché est en pleine expansion et planifie de continuer d'augmenter passé 2025, tel que le graphique à droite l'illustre. Puis, le cellulaire est si populaire que dans certains pays, l'accès à un réseau mobile est plus grand que l'accès à l'électricité en soi. Donc, on peut voir qu'en termes de marché et de grandeur, d'accessibilité, le cellulaire prend une grande importance. Et donc, plus qu'il y a de téléphones cellulaires, ça apporte plusieurs avantages aux Africains et au Bénin. Si on peut changer de diapositive. Donc, premièrement, cela amène des économies en temps. Donc, par exemple, une personne peut contacter un taxi avec son cellulaire et continuer à faire ce qu'elle faisait. Puis, une fois le taxi arrivé, celui-ci peut recontacter la personne pour lui dire qu'il est arrivé et ainsi, il y a une économie de temps à ce niveau. Deuxièmement, il y a une possibilité de mobilisation et d'organisation plus rapide des individus. Donc, par exemple, dans le cas d'un désastre naturel ou d'une tornade ou de ce genre d'événement, le gouvernement veut évacuer les gens, donc il peut contacter sa population dans l'ensemble à travers leur cellulaire et donc les mobiliser, les organiser pour avoir une évacuation efficace. La troisième avantage, une possibilité de toucher des groupes auparavant difficiles ou impossibles à atteindre. Donc, par exemple, si une entreprise veut vendre certains produits à la population, se rendre à certains endroits pourrait être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Donc, si l'entreprise peut contacter ces gens dans des endroits restreints, puis assurer qu'ils veulent acheter le produit, il peut valoir la peine de se rendre dans ces endroits-là. Et aussi, il y a aussi quatrièmement, la collecte plus rapide et plus précise de données. Donc, par exemple, une femme qui vend des poissons, qui pêche pour la survie, si elle ne sait pas combien de gens veulent acheter des poissons, ça se peut que personne ait ce désir-là et donc une journée complète de travail serait jetée à l'eau puisque les poissons seraient non récupérables. Par contre, si elle a un cellulaire, elle peut contacter ces gens et avoir un certain nombre précis de demandes et par la suite pouvoir vendre un certain nombre précis. Finalement, le téléphone mobile permet aussi de créer des emplois pour les Africains et donc créer un besoin de se rendre à l'emploi, bien qu'il y avait déjà un besoin de transport, créer une plus grande demande. Au regard des faits qui ont été exposés, nous sommes parvenus à une solution visant à améliorer l'expérience passager, ou plutôt l'expérience passagère, à travers l'utilisation du téléphone cellulaire qui commence à être dominant, comme disait Kevin il y a un instant. Donc, la solution que nous avons à proposer aujourd'hui, c'est un service de transport accessible via une application mobile développée localement et spécifiquement conçue pour les femmes et par les femmes afin d'accroître leur sécurité et donc leur autonomie sociale et financière. Donc, un système de transport à tarif réduit constitué de femmes qui vont conduire, où les points d'embarquement et de débarquement sont situés le long d'un réseau de points à travers la ville à des emplacements qui sont fréquentés par les femmes, donc que ce soit les marchés ou les centres de services aux femmes, etc. Donc ça permettrait également de bénéficier de l'explosion de la connectivité mobile
pour faciliter la connexion entre les individus qui souhaitent être transportés et transportés également. Au niveau, on aura l'occasion d'en parler dans un instant, mais au niveau du financement et de la manière de mettre en œuvre cette solution d'affaires-là, on pourrait s'associer à des partenaires pour effectuer de la publicité ou bien d'autres types de financement dont on discutera il y a un instant. Et nous avons décidé de déployer ce service-là dans la ville de Cotonou au Bénin, qui est la plus grande métropole économique du pays, comme étant une ville test, une ville cobaye, pour le dire ainsi. La proposition de valeur de cette solution-là, c'est donc davantage de sécurité urbaine pour les femmes, une solution d'affaires conçue par elles, pour elles, qui les met en avant et qui les autonomise et qui fait d'elles la pièce maîtresse de ce développement d'affaires-là, et finalement de la création de valeur sociale par l'implication des femmes, leur activité, et également de la création de valeur économique par la réalisation d'un bénéfice, d'un chiffre d'affaires qui peuvent leur revenir et donc leur permettre de contribuer à l'essor économique de leur ménage. Donc, au niveau du modèle d'affaires, nous avons il y a évidemment différentes manières d'aborder ces aspects-là. Je vous propose que nous vous les exposions. Je vais commencer par vous exposer les activités clés de ce système-là. Donc, d'abord et avant tout, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en relation les conductrices et les clientes. Ça sert à transmettre de l'information, où se situent les véhicules, où se situent les personnes à embarquer. Ça permet également d'exposer l'information sur quels sont les véhicules disponibles et les véhicules qui ne le sont pas, et également quels sont les lieux et les moments de départ et d'arrivée pour l'embarquement, le départ et le débarquement des passagers qui sont concernés par ce service-là ou qui souhaitent en bénéficier. Donc, on peut regarder, vu que je vois que le temps file, on peut aussi regarder la clientèle qu'on vise. Donc, on vise les femmes, les jeunes filles et aussi les jeunes enfants qui seraient peut-être en train d'accompagner leur mère. On peut aussi, si vous permettez, on peut regarder aussi les ressources clés. Donc, comme Kevin a mentionné, c'est vraiment le smartphone qui devient, dans le fond, un outil. Vous allez voir un peu plus tard, tant important pour le financement que pour les usagers. Et puis, si on regarde un peu les partenaires clés, je vais laisser Rosalie expliquer ça. Oui, exactement. Donc, principalement, en fait, on pense au projet d'inclusion des jeunes, qui est un programme gouvernemental entré en vigueur en 2021, qui vise l'inclusion économique, sociale des jeunes, notamment des jeunes filles et des jeunes femmes. Pensons également à des ONG qui travaillent pour la promotion de l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat au féminin, les auto-écoles qui partagent les valeurs de notre proposition de valeurs et enfin les commerces qui sont fréquentés par les femmes. Donc, si on regarde un peu comment ça va marcher financièrement, donc c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont associés à ça. Donc, il faut payer les chauffeurs, l'application, les développeurs web et tout. Sauf qu'on va pallier ça avec des revenus. Donc, non seulement le coût de service qui est offert aux usagers à un prix modique, on va aller chercher aussi du revenu de compagnies qui vont vouloir offrir des publicités sur l'application web. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous allez voir des manières de publicité, des vidéos de publicité, et ce revenu-là va diminuer le coût de service. On peut aussi envisager, évidemment, des subventions, sauf que, idéalement, des subventions ne seront pas nécessaires pour que le modèle d'affaires puisse fonctionner. Au niveau de la relation client, on peut également mentionner la toute-puissance des réseaux sociaux sur le continent africain. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, le mode de communication et de transmission de l'information le plus important, non seulement sur le continent africain, mais également à l'étranger ici, dans d'autres pays en développement, c'est le réseau social WhatsApp, qui est peut-être le principal canal de communication. Et donc, c'est le type d'outil qu'on peut utiliser justement pour faire la promotion de ce service-là, pour en parler, pour renseigner les clients sur l'utilisation de ce service-là également, ou éventuellement pour s'en servir comme d'une base pour complémenter l'information disponible sur l'application. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la meilleure façon de communiquer avec la clientèle sur le continent africain. Alors, je pense que quelqu'un d'autre voulait intervenir sur les canaux de distribution.
Donc, on peut regarder brièvement. Donc, évidemment, si c'est une application, on parle du App Store, on parle du Google Play, on parle aussi des méthodes de médias traditionnels, des affiches imprimées, et aussi les commerçants partenaires qui seraient au point de chute. Par exemple, si un point de chute dans un magasin X, ce magasin devient commerçant partenaire et promouvoit le service qui passe chez lui. Alors, ayant couvert le modèle d'affaires, on est en mesure de revenir sur les limites de la solution, car, bon, évidemment, nous savons qu'il reste de la marge au développement et à l'amélioration. Et on peut donc commencer par la première limite que nous avons rencontrée. Alors, qui est-ce qui veut se lancer là-dessus? Donc, si les gens n'aiment pas ou n'adhèrent simplement pas au concept en soi, est-ce que la proposition de valeur, le projet sera un échec et c'est une grande limite en soi pour la solution proposée? C'est un excellent point, Kevin. Et moi, je compléterai avec le deuxième point, qui est les barrières culturelles, traditionnelles et sociales. Parce que les femmes qui conduisent, ce n'est pas très courant, ce n'est pas toujours très bien vu. Et donc, c'est ce genre de normes-là qu'il va falloir dépasser pour que le service puisse s'établir et être accepté. On continue? Oui, je peux y aller pour le troisième point, mais comme on en a parlé dans le modèle d'affaires, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts importants, donc notamment pour les chauffeurs et tout. Donc, c'est sûr que dans notre modèle d'affaires, ça va être très important d'aller chercher du financement, que ce soit par rapport aux ONG, au gouvernement, d'aide aux partenaires financiers externes. Si l'argent rentre, tant mieux. Sinon, c'est sûr que ça pourrait être une limite au développement et au potentiel vraiment de cette belle initiative-là qu'on a pour l'Afrique. Il faut aussi considérer que bien qu'on aimerait ça offrir dans notre solution des cours de conduite aux chauffeurs qui vont être impliqués, notre solution n'améliore pas la condition physique des routes ni des autres conducteurs. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même garder en tête que notre solution n'est qu'un bout du puzzle de la sécurité routière et de l'enjeu de transport en Afrique subsaharienne. Merci, Claire. Alors, nous arrivons au terme de la présentation et j'aimerais qu'on se quitte d'abord avec ce graphique-là. Ce graphique illustre la proportion de personnes qui possèdent des entreprises à travers le monde. Vous remarquerez que le continent africain présente les valeurs les plus élevées. Donc, dans l'Afrique subsaharienne, les auto-entrepreneurs, principalement féminines, présentent les taux les plus élevés au monde. Donc, les femmes entreprennent plus en Afrique. Et ce que ça veut dire en Afrique, c'est-à-dire que les femmes qui entreprennent, elles sont souvent dans l'informel. Donc, elles achètent, elles vendent, elles ont les produits à transporter, etc. C'est la raison pour laquelle elles se déplacent beaucoup et que donc, elles ont besoin de solutions de transport qui soient adaptées à leurs besoins. Donc, une femme qui circule en Afrique très fréquemment, c'est une femme qui fait des affaires et qui donc vaque au développement économique de sa famille pour subvenir à leurs besoins. La photographie que vous voyez à l'écran l'illustre bien dans les rues de Cotonou. Cette dame, elle va quelque part avec des marchandises parce qu'elle a des choses à vendre pour effectuer un revenu. Donc, la mobilité urbaine représente à la fois un besoin fondamental ainsi qu'un enjeu important. On a besoin de se déplacer, c'est normal, mais comme les collègues ont pu le mentionner également, il y a beaucoup d'enjeux infrastructurels, sociaux, financiers, etc., qui vont impacter la capacité à bien circuler. Les femmes subsahariennes ont un besoin de mobilité important pour subvenir aux besoins économiques du ménage. Je viens d'en parler. Les femmes se déplacent parce qu'elles font des affaires, elles développent leurs entreprises, qu'elles soient modestes, qu'elles soient toutes petites, mais entreprises quand même, donc elles ont besoin d'avoir à circuler pour y parvenir de manière convenable. Les solutions de transport existantes ne sont pas toujours adaptées aux besoins des femmes. On en a parlé également. Une femme qui, comme vous pouvez le voir, a beaucoup de matériel à transporter, être dans un minibus qui est surchargé ou être dans un taxi collectif, ce n'est pas adapté, ce n'est pas adéquat pour le matériel qu'elle a à faire circuler. C'est pour ça qu'une solution qui conçoit et qui prend en compte ces besoins-là peut être pertinente, et donc des femmes qui apportent des solutions de mobilité pour d'autres femmes, ça facilite la bonne compréhension de ce besoin-là. C'est en ça qu'on aime mettre les femmes à l'avant de notre solution. Kevin en a parlé, le smartphone comme solution d'affaires. C'est une opportunité qu'il serait dommage de laisser passer. Donc, c'est une manière d'utiliser cet outil-là pour faciliter la mise en place de la solution et donc la création de valeur de manière moderne et technologique. Le réseau social comme fondement d'une opportunité d'affaires et de service public. Une telle solution ne peut fonctionner que si elle existe à l'intérieur d'un réseau social, un réseau d'entraide. Les femmes qui aident des femmes, la communauté qui se met ensemble via les points d'embarquement, les points de chute, les partenaires, justement pour réussir à mettre en œuvre ce service-là et donc apporter davantage de sécurité, de sûreté et de confort aux femmes qui en ont besoin pour leur développement d'affaires.
la création de valeur locale via le développement économique local. Une application, un service qui est issu localement, qui se fabrique sur place avec des acteurs locaux, va générer de la valeur localement, car tous les acteurs de cette chaîne-là vont y participer et donc vont en retirer un bénéfice. Les partenariats publics-privés à travers une solution privée, mais également des participations gouvernementales, comme on a parlé au niveau du financement, au niveau de l'accompagnement. Ça peut être pertinent également pour mailler les deux et donc collectivement construire de la valeur. Et finalement, et on va se laisser là-dessus, la responsabilisation et l'autonomisation des citoyennes. D'abord et avant tout, l'objectif, c'est d'insuffler une dynamique, une psychologie, une philosophie permettant aux femmes de prendre leur place, de se sentir autonomes et donc de revendiquer à la fois par les affaires, mais également par leur engagement citoyen, leur place et la qualité de l'expérience passager qu'elles méritent pour contribuer à leur rôle actif dans la société et donc la création de richesses locales et nationales. Donc, je pense que nous arrivons au terme de cette présentation. Nous avons également indiqué nos références à la suite, donc nous vous invitons à les regarder si jamais vous voulez creuser davantage cette thématique-là. Et puis, nous restons disponibles et joignables si jamais vous avez des questions par la suite, par courriel et par autre mode de communication. Est-ce que les uns et les autres ont d'autres points à aborder avant de conclure? Non, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci à tous. Et puis, bonne continuation et bonnes études pour la suite. Merci, au revoir.